Maintenant, attention, et d'un certain point de vue, ça découle de ce que je viens de dire. La mondialisation se veut inclusive, mais le grand paradoxe, c'est que la mondialisation produit de l'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire, produire de l'exclusion? Ça veut dire d'abord qu'il y a une inégalité dans l'accès aux biens, dans l'accès aux ressources, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi tout simplement dans l'échange. Même si l'Afrique n'est plus le continent enclavé qu'elle était autrefois, sa participation aux échanges de la mondialisation est bien inférieure à celle des autres continents. Mais je voudrais surtout vous montrer cette exclusion à travers trois figures qui montrent en quelque sorte les contradictions même de la mondialisation. La première figure, c'est la figure de l'énergie, c'est-à-dire que le propre de toute économie, à mesure qu'elle se développe, et je vous l'ai déjà montré dans la séance numéro 2, c'est de devoir renforcer ses besoins en matière énergétique. Seulement voilà, problème géographique fondamental. Les sources d'énergie sont très inégalement réparties. Aujourd'hui, les États-Unis dépendent pour 60% de l'extérieur pour leur approvisionnement énergétique. D'où effectivement ces programmes très ambitieux de transition et de révolution énergétique, d'où notamment cette part qui est faite dans les programmes au gaz de schiste. Mais dans les années 70, les États-Unis ne dépendaient de l'extérieur pour leur approvisionnement qu'à concurrence de 20% de leurs besoins. Aujourd'hui, c'est 60%. Même chose pour la Chine. La Chine dépend de plus en plus pour sa consommation pétrolière de l'extérieur. La production intérieure ne couvre que 8% de la consommation énergétique chinoise. En fait, les grandes régions du monde sont toutes, plus ou moins, dans une situation de dépendance énergétique à l'égard de l'extérieur. C'est le cas de l'Europe, ou presque toute l'Europe, on pourrait excepter la Norvège. C'est le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la Chine. C'est le cas de l'Amérique latine. C'est le cas de la quasi-totalité des pays africains. Seul un pays comme la Russie et bien entendu la plupart des pays du Moyen-Orient sont en situation d'autosuffisance sur le plan de l'énergie fossile. Et donc on est là face à une grave contradiction. C'est comment peut-on en même temps parler de mondialisation et d'autre part constater l'extraordinaire inégalité dans la détention des ressources. Comment peut-on s'intégrer dans un espace mondial à partir du moment où les ressources énergétiques sont si inégalement réparties? N'oubliez pas qu'en termes de réserves de pétrole, le Moyen-Orient, c'est 66% des réserves pétrolières mondiales. 66%. L'Arabie saoudite, à elle seule, c'est 25%. L'Irak, avant le drame qui s'en est emparé, c'était 11%, à peu près au même niveau que l'Iran. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est ça aussi. C'est-à-dire quelques îlots dans l'espace mondial dont dépend une économie cependant globalisée. C'est cette contradiction-là qui est à l'origine non seulement de toute une série d'initiatives sur le plan économique, c'est-à-dire tout au début la création des grandes entreprises
pétrolière, mais aussi de tout un ensemble d'initiatives politiques conduisant à tenter de contrôler le marché pétrolier et en amont du marché pétrolier, la production pétrolière. Avec aussi un énorme problème qui est celle de la structuration du marché pétrolier. Vous savez que la structuration du marché pétrolier n'est pas assurée par les États producteurs, la notion d'État producteur n'ayant pas grand sens, mais est assurée par les compagnies pétrolières productrices, ce qui rend la négociation d'autant plus difficile et qui la fait échapper pour autant au contrôle du jeu diplomatique. L'autre aspect sur le plan de l'exclusion qui me paraît particulièrement important, c'est celui du commerce. La mondialisation, spontanément, on l'envisage comme étant l'essor d'un commerce mondial et d'une fonction de régulation de ce commerce mondial. Mais là aussi, le commerce montre, et là vous avez une carte qui l'indique parfaitement, vous voyez ces structures d'inégalité qu'il y a entre les grandes puissances commerciales, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, et la marginalisation du reste du monde, c'est-à-dire notamment du continent africain, du continent sud-asiatique et du Moyen-Orient. Alors là aussi, les chiffres sont quand même intéressants dans la mesure où ils nous montrent que la première puissance commerciale du monde, en termes de commerce extra-communautaire, bien entendu, c'est l'Europe. Vous voyez comment l'Europe s'affiche plus que les États-Unis comme première puissance commerciale du monde, avec une situation qui place les États-Unis face au bloc asiatique dans une situation de plus en plus difficile. Et vous voyez comment ainsi ces trois grands pôles viennent organiser des échanges commerciaux extrêmement déséquilibrés, même si on prend en compte les phénomènes d'émergence, le cas du Brésil en particulier, qui commence à apparaître sur la carte des grands échanges commerciaux mondiaux, mais qui est fortement marginalisé par rapport aux trois mastodontes que je vous présentais tout à l'heure. Quant à l'Afrique, c'est quand même moins de 2% du commerce mondial. Moins de 2% du commerce mondial. Et vous n'avez pas un État en Afrique, qui représente plus de 1% du commerce mondial. C'est-à-dire même les puissances qui commencent à émerger en Afrique, Afrique du Sud qui n'apparaît pas sur cette carte, Nigeria et les économies nord-africaines, ne viennent pas encore atteindre le seuil du 1% du volume commercial global. Alors, inévitablement, différences, inégalités en matière de ressources énergétiques, inégalités en termes de capacité d'échange, ça veut dire que la mondialisation est aussi une machine, sinon à exclure, du moins à marginaliser la plupart des États et des économies de la planète.